Bienvenue à tout le monde dans cette série de conférences, ce qu'on appelle nos conférences magistrales. C'est une série qu'on a inaugurée il y a quelques années à l'école. Donc, c'est pour cette année académique 22-23, c'est déjà la troisième conférence magistrale qui est donnée. Cette série de conférences donc, a été inaugurée dans l'esprit de pouvoir entendre, de savoir ce que font nos professeurs parmi les plus chevronnés, qu'ils aient l'occasion de partager avec nous les résultats de leurs recherches, des travaux qu'ils rayonnent naturellement partout dans le monde, mais ce sont des travaux à l'école, on n'a pas toujours l'occasion d'en savoir les détails, de pouvoir les écouter. Donc, cette série de conférences nous donne cette opportunité. Et pour aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir la professeure Vadit Ravitsky, qui est professeure au département de médecine sociale et préventive. Elle est professeure titulaire. C'est l'occasion aussi de la féliciter parce qu'elle vient d'obtenir une prestigieuse nomination, donc à titre de PDG de la Hastings Center, donc un centre de bioéthique parmi les plus prestigieux dans le monde. Donc, on est très, très fiers que ce centre est venu puiser à l'école pour pouvoir trouver sa PDG. Donc, vous allez avoir ce privilège pour nous ce soir de pouvoir écouter Vadit. Donc, je vais lui laisser la parole, mais avant, je vais laisser à Bryn, le directeur du département, l'occasion de la présenter brièvement. Bryn, à toi. Merci, Carl. C'est un grand plaisir de présenter Vadit. C'est un collègue fort dans notre département. On travaille ensemble depuis des années. Comme Carl a mentionné, la reconnaissance du Hastings Center, c'est impressionnant. C'est le centre de l'origine quasiment de la bioéthique nord-américaine. Ça démontre son expertise qui est également via son carrière de recherche. Elle est chercheuse avec un renommée internationale. Elle est membre de l'Académie canadienne des sciences de la santé. Elle est directrice de l'axe éthique de le Centre de recherche en éthique de l'Université de Montréal. Elle est un membre de la Fondation Pierre Trudeau. C'est quelqu'un qui est passionné par la recherche et, comme on va voir dans la présentation aujourd'hui, est capable de partager cette passion, de rendre des sujets complexes qui sont sensibles pour la population accessibles et d'apporter un regard en profondeur qui nous permette de pousser plus loin sur des sujets qui exigent une investigation en profondeur parce qu'ils sont difficiles à gérer. Donc, sans attarder, je vais passer la parole avec Vadit, qui va parler des aspects éthiques et sociaux des tests prénataux. Évidemment, un sujet super sensible. Merci beaucoup, Vadit. Merci énormément, c'est un plaisir. Puisqu'on est virtuel, puisqu'il fait très beau dehors, je ne vais pas parler 1 heure. Je vais essayer de garder la présentation relativement courte pour permettre le temps de poser des questions et de discuter. Mais je voulais quand même partager avec vous quelques résultats de recherche et quelques réflexions. La diapo, ça marche? Okay. Oui, je commence bien sûr en remerciant notre équipe de recherche qui travaille sur les tests prénataux. La photo date avant la COVID. Je n'ai pas de photo plus récente, donc le bébé sur le genou de son papa, je pense qu'il va à l'école déjà. Et la grossesse en arrière, cette petite fille est déjà grande. Et on avait plusieurs additions à notre équipe de recherche, mais je voulais reconnaître le travail énorme que tout le monde a fait depuis 10 ans. J'ai décidé aujourd'hui de faire quelque chose qui est un peu différent. Puisque je travaille sur cette technologie de tests prénataux depuis plus de 10 ans, je voulais commencer avec un cas qui va vous expliquer pourquoi je suis tellement passionnée par cette technologie et ce qu'elle offre, mais le cas est moi-même. Donc, je vais vous parler un peu de la façon dont je suis arrivée à étudier cette technologie. Et c'est une histoire extrêmement personnelle. Oups, ça ne bouge pas. OK, alors, me voilà, moi-même, enceinte, à l'âge de 40 ans,
qui est considéré âge maternel avancé, une façon polie de dire que j'étais très vieille à l'époque, maintenant ancienne. C'était une grossesse extrêmement désirée. Et comme la majorité des femmes canadiennes, j'ai passé un test de dépistage pratiquement routine pour connaître le risque de la trisomie 21 ou syndrome de Down. Et le résultat que j'ai reçu était risque élevé. Que veut dire risque élevé? Ça veut dire que le risque que mon fœtus avait la trisomie 21 était 1 sur 200. Je prends une pause d'abord pour parler de ce terme risque qui est bien accepté dans le contexte clinique. On parle aux femmes de grossesse à risque ou de résultats de risque élevés, tandis que les familles, plusieurs familles qui élèvent des enfants avec la trisomie 21 ne voient pas ça comme risque. Donc, dans le domaine de la recherche bioéthique sur les tests prénataux, on est en train de considérer ou de promouvoir même l'utilisation du terme chance. On a la chance ou la probabilité d'avoir un fœtus avec XY, mais dans le contexte clinique, on parle toujours de risque. Donc, j'utilise le terme qui a été utilisé avec moi en tant que patiente. Pourquoi 1 sur 200, on va y arriver, mais je vous pose d'abord la question si quelqu'un vous a dit que vous avez une chance de 1 sur 200 de gagner quelque chose, un prix, ou d'avoir un accident. Est-ce que vous auriez vu ça comme un risque élevé ou non? Et je pose cette question parce que ça démontre à quel point la notion de risque est complexe pour nous les humains. C'est extrêmement personnel. On a une tolérance de risque qui est très différente, chacun de nous. Et c'est aussi une question de contexte. Risque de quoi? Chance de quoi? Probabilité de quoi? Et donc, quand on m'a dit que mon propre fœtus a un risque de 1 sur 200 d'avoir trisomie 21, je me suis plongée dans des exercices d'imagination. Par exemple, voilà une salle avec 200 personnes et mon bébé est une de ces personnes. Est-ce que c'est un risque élevé ou non? J'ai essayé de donner un sens à cette notion de risque. Et là, je partage mon expérience personnelle parce que toute femme enceinte qui reçoit un résultat de risque passe à travers cette angoisse d'essayer de comprendre que veut dire un risque ou un risque statistique pour une personne. Pour la personne, c'est oui ou non, c'est noir et blanc. Mais l'information de risque est complexe à comprendre. Je suis allée vers un conseil génétique et puis on m'a dit que le calcul a été mal fait et en effet, mon risque est 1 sur 40. Donc, après avoir passé une semaine de vivre avec 1 sur 200, il fallait recalibrer pour voir, OK, maintenant, ça, pour nous, c'est un risque élevé ou non? Donc, c'était beaucoup d'angoisse. Et on a décidé, et je voulais absolument savoir avec certitude ma situation. Pas nécessairement parce que je voulais terminer une grossesse avec un fœtus trisomique, mais je voulais vraiment savoir. Je voulais me préparer, je voulais prendre une décision éclairée. Mais pour savoir avec certitude, il fallait que je passe un test invasif. La seule façon à l'époque d'avoir un résultat qui n'est pas risque, mais certitude. Ce qui veut dire qu'une aiguille serait insérée dans mon utérus pour obtenir l'ADN fœtal. Ce n'est pas sympa, comme vous pouvez voir, mais surtout, ça implique un risque de fausse couche. La perte possible de cette grossesse tellement désirée. Je voulais savoir avec certitude, mais je ne voulais absolument pas prendre ce risque pour ma grossesse. Et finalement, on a décidé de ne pas le faire, d'accepter le bébé tel qu'il arrive. Mais pourtant, les mois suivants, le reste de ma grossesse était rempli d'anxiété parce que je voulais savoir et je n'avais pas accès à cette connaissance. Donc, je suis restée avec plusieurs questions. Surtout, comment fait-il qu'après 40 ans, au-delà de 40 ans de tests prénataux disponibles pour les femmes, on n'a pas encore trouvé un moyen d'avoir plus de certitude sans risquer les grossesses?
pourquoi les femmes enceintes font face toujours à ce dilemme. Dilemme entre savoir et risque de fausse couche. Et est-ce qu'il y a une manière de trouver l'ADN fœtal sans envahir l'utérus? Et en effet, depuis des années, des chercheurs cherchent des cellules fœtales dans le sang maternel, dans le sang de la femme enceinte, et c'est très difficile à identifier. Mais un jour, en lisant une revue scientifique, je pensais que j'ai trouvé la réponse. En 1997, un chercheur à Hong Kong a trouvé des fragments d'ADN fœtal qui circulent dans le sang de la femme enceinte hors cellule. Et dès que cet ADN qu'on appelle libre, parce que c'est hors cellule, a été identifié, on a essayé d'utiliser ces fragments, petits fragments d'ADN pour détecter la trisomie 21 et finalement, à l'aide des technologies avancées de séquençage, on a réussi. Donc, je ne passe pas le temps sur la question de technologie, comment ça se fait, parce que je veux garder le temps pour les aspects bioéthiques. Qu'est-ce que ce test prénatal non invasif? Moi, je vais l'appeler NIPT ou NIPT parce que c'est le terme qui est maintenant vraiment utilisé à travers le monde. Donc, à 9 ou 10 semaines de gestation, extrêmement tôt dans la grossesse, 10 à 15% de l'ADN libre provient du placenta. Ce sont des fragments qui sont comme libérés ou lancés dans le sang de la mère. Donc, ce test détecte l'ADN fœtal qui flotte dans le plasma maternel. Et ce qui est comme vous voyez dans l'illustration, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que cet ADN disparaît du sang de la femme dans les 2 heures qui suivent l'accouchement. Ce qui garantit que l'ADN testé provient de cette grossesse en cours. Tandis que les cellules fœtales restent dans le sang maternel des années après l'accouchement. Donc, si c'est ma deuxième grossesse, on aurait pu trouver des cellules d'une grossesse ancienne, tandis que l'ADN libre est clairement de cette grossesse en cours. Donc, c'était vraiment une découverte scientifique qui était comme faite pour les tests prénataux. Donc, je me suis dit, c'est génial. Et en 2011, le premier test commercial offert au privé a été lancé pour utiliser cette technologie pour les tests prénataux et j'étais extrêmement contente et j'ai passé la nuit à écrire ce petit article que j'ai intitulé le NIPT, un impératif éthique. Et j'ai soutenu dans cet article que ce test devrait être offert à toutes les femmes enceintes sans délai dès qu'il soit validé. J'ai eu beaucoup de feedback. J'étais tout de suite après invitée à parler dans des conférences parce qu'il y avait très peu de littérature éthique sur ces technologies à l'époque. Mais graduellement, au fur et à mesure, j'ai commencé à me poser des questions de nouveau. Et je me suis dit, bon, moi, personnellement, j'aurais voulu ce test lorsque j'étais enceinte, quand ça n'existait pas. Mais quelles sont les implications sociétales de cette nouvelle technologie? Par exemple, les personnes qui vivent avec la trisomie 21, vont-elles voir ce test ou sentir que la société cherche davantage à prévenir la naissance d'autres personnes comme elles? Donc, toute cette question de tendance eugénique dans notre société, cette tendance d'éliminer des fœtus qui souffrent de conditions ou de maladies ou qui ont une caractéristique qui est vue comme handicap, est-ce que les technologies qui nous permettent de savoir plus tôt, sans risque, vont créer une sorte de backlash de la part des communautés de personnes handicapées? Et en effet, ce que vous voyez dans l'image, c'est une campagne contre le NIPT qui a été menée en Angleterre par les familles qui élèvent des enfants trisomiques, qui parlaient de droits de personnes handicapées qui vont être impactées d'une façon négative par ces technologies et l'idée que cette technologie va exacerber les tendances eugéniques dans la société. Donc, j'ai commencé à me poser des questions. Comment est-ce qu'on peut permettre les femmes, les couples, les familles
de bénéficier de cette technologie sans exacerber des tendances eugéniques dans notre société et sans envoyer un message négatif, insultant même, aux familles qui élèvent les enfants ou qui comportent des individus qui ont les mêmes conditions détectées et testées par ces technologies. Au début, c'était juste au privé. Ça coûtait d'abord au-delà de $2000. Après, comme toutes les technologies, après quelques années, c'est devenu moins cher, à peu près $600, $500. Mais c'est toujours relativement cher. Et au début, ça n'était pas couvert par aucun système de santé. Et donc, pour plusieurs femmes, le prix du test était une barrière d'accès. Et donc, je me posais aussi des questions au niveau de politique de santé, au niveau sociétal, sur l'équité d'accès. Dans le premier jour ou mois, année de l'offre de NIPT, les femmes qui pouvaient payer avaient accès à un test de dépistage extrêmement fiable. Les femmes qui ne pouvaient pas payer étaient dirigées vers l'amniosynthèse qui était déjà couverte par le système de santé. Et donc, on peut dire femmes avec ressources, test sans risque, femmes qui ne peuvent pas se permettre un test qui comporte un risque. Donc, vous voyez que l'enjeu de justice là était extrêmement important. Donc, avec une équipe pan-canadienne, j'ai participé dans une préparation d'une demande de subvention à Genome Canada pour regarder pas seulement les aspects techniques et de politique de santé, mais aussi tout ce qui est soulevé par rapport aux enjeux sociétaux, éthiques, même économiques. Et en 2013, on a réussi dans cette compétition, on a obtenu un financement de plus de $10 millions pour un projet de recherche qu'on appelait PEGAS. C'est un acronyme bizarre de ce qu'on a étudié. Et ça nous a permis durant 4 ans d'étudier tous les aspects de la mise en œuvre du NIPT au Canada. Alors, je voudrais, à la fin de ce projet, la nouvelle génération de questions a été déjà soulevée par la mise en œuvre de cette technologie au Canada et on a appliqué de nouveau pour un autre projet, PEGAS 2, et de nouveau, on a réussi. Cette fois, c'était plus de 12 millions pour... avec la COVID, on a eu des extensions. Maintenant, c'est un long projet qui regarde d'autres questions et je vais vous parler des 2 projets ensemble. Donc, pour comprendre la mise en œuvre de tests prénataux dans pratiquement tous les pays occidentaux, il faut regarder un peu le timeline de la grossesse. Donc, on découvre qu'on est enceinte, on est, j'espère, content. Et puis, on est offert un test de dépistage durant le premier trimestre de grossesse qui comporte 1 ou 2 tests sanguins avec une échographie. Et ça collecte plusieurs types d'informations. Bottom line, on a un algorithme qui calcule notre niveau de risque de trisomie 21 et parfois autres conditions. Et donc, si on est considéré risque élevé, on est offert l'amniosynthèse, qui est un test diagnostique et non pas un test de dépistage. C'est-à-dire un test qui va nous donner, comme je dis avant, une information certaine, fiable à 100% sur le fœtus. Pourquoi 1 sur 200? Parce que le risque de fausse couche pendant des années a été déterminé à ce seuil de 1 sur 200. Et donc, on a déterminé le seuil de risque qui justifie un test invasif sur la base de risque de fausse couche de ce même test. Ce qui porte à la confusion parce qu'on parle de 2 risques distincts. Premier risque, c'est risque de trisomie. Deuxième risque, c'est risque de fausse couche. Pourquoi on a mis le même seuil? Je pense parce que tout seuil est arbitraire. Et donc, pour justifier la prise d'un risque, on a mis le seuil dans le même endroit, mais pour les femmes, ça crée vraiment un dilemme énorme de comment décider de passer d'un test de dépistage vers un test diagnostique. Et puis, on a un certain
seuil de détection de trisomie, mais aussi les fausses couches associées. Donc, avant le NIPT, voilà les chiffres pour le Canada. À peu près 450 000 grossesses par année. Vous voyez que la majorité de femmes, comme je dis, passent le test de dépistage. Et sur la base de ce test, 10 000 à peu près passent l'amniosynthèse. Ce qui, en conséquence, on a 70 fœtus perdus à cause de la procédure, qui est absolument tragique, pour détecter moins de 300 fœtus trisomiques. Donc, ce que le NIPT allait faire à cette trajectoire de test était la chose suivante. On a pensé intégrer le NIPT ici, comme deuxième test de dépistage. C'est-à-dire que toutes ces femmes qui ont un résultat de risque élevé, comme moi j'avais, vont être offertes non pas l'amniosynthèse, mais un test non invasif qui donne toujours un risque, mais qui est fiable à 99,8%. Ce qui veut dire que la majorité de femmes qui ont un résultat négatif de NIPT vont décider de ne pas faire l'amniosynthèse. Et en effet, c'est ce qu'on a projeté, c'est ce qu'on a vu, c'est qu'on a passé avec le NIPT, avec l'offre de NIPT de 10 000 à 300 amniosynthèses. Le taux de détection est resté presque le même, mais la perte fœtale a passé de 70 à 1 seul. Donc, vous pouvez voir à travers ces chiffres le pouvoir de NIPT et le bénéfice de NIPT. Et en effet, toutes les recherches empiriques, toutes les études qui ont été faites avec les femmes ont montré que les femmes veulent ce test. Et il y avait un intérêt énorme de l'avoir, que ça soit couvert par le système de santé, que ça soit offert, etc. Donc, pour Pégase 1, on s'est posé plusieurs questions, mais moi, comme le temps passe, je veux cibler juste ces 2 questions que je nommais, l'équité d'accès et l'impact de ces technologies sur les tendances eugéniques ou la pression sur les familles de tester et peut-être même de terminer des grossesses. On a utilisé plusieurs méthodologies de bioéthique empirique, sondage, entrevue, Delphi, analyse conceptuelle, analyse juridique, comparative. On avait assez de ressources pour tout faire dans cette étude. Et je partage avec vous juste quelques résultats. Par exemple, on a sondé de centaines de femmes canadiennes et quelques partenaires. Et on a posé la question, si le NIPT était un soin prénatal de routine, quel serait votre niveau d'inquiétude par rapport à l'impact négatif sur les individus atteints de ce syndrome de Down et leur famille, comme par exemple stigmatisation ou discrimination. Et si on exclut le not concerned en bleu, vous voyez que la majorité, que ce soit un niveau de préoccupation plus ou moins élevé, la majorité avait des préoccupations. Donc, il y avait une reconnaissance qu'une telle technologie peut en effet envoyer un message aux familles que le gouvernement soutient le dépistage, encourage le dépistage, ce qui veut dire que ces bébés-là devraient être identifiés durant la grossesse, peut-être pas seulement pour se préparer à la naissance, mais pour mais encourager une terminaison de grossesse. Donc ça, c'était absolument une préoccupation qu'on a détectée. On a demandé aussi, si c'était routine, quel serait votre niveau d'inquiétude par rapport à l'augmentation potentielle de la pression sur les femmes pour qu'elles utilisent le NIPT. Mettre de la pression sur une femme de faire l'amniosynthèse, bon, il y a un risque de fausse couche, c'est clair pourquoi une femme dirait non. Mais pourquoi une femme dirait non à un test non invasif qui porte aucun risque? C'est comme si les femmes qui ne voulaient pas le test ont perdu leur prétexte de ne pas tester. Et tout d'un coup, il y avait la préoccupation que les femmes seraient poussées de tester même si elles ne veulent pas réellement. Et là, c'était vraiment intéressant nos résultats parce que la majorité de femmes ont dit non,
c'est pas une préoccupation pour nous. C'est comme si elle disait, non, on est forte, on est bien éduqué, on comprend les implications du test, on peut on peut prendre nos décisions. Le partenaire avait moins de confiance, c'est-à-dire il pensait que leur partenaire, femme, pouvait subir de pression. Et les professionnels de la santé étaient le plus préoccupés par cette notion de pression testée. Comment interpréter ces résultats? On a publié plusieurs articles où on propose des explications. Peut-être que le professionnel de la santé voit comment ça se passe dans le système, la pression qui s'exerce dans le système. Peut-être que chaque femme se dit, bon, moi, je suis immunisée contre la pression, mais au niveau social, cette pression existe. Plusieurs explications possibles, mais c'est intéressant de voir la différence ici entre les populations. On a aussi posé cette question, qui devrait bénéficier d'un accès, bon, pas gratuit, mais couvert par le système de santé, parce que quelqu'un paie, sauf que ce n'est pas la famille, c'est le gouvernement. Et là, il y a une voie très, très claire. Les femmes disaient, tout le monde devrait avoir accès à ce test. Une minorité de femmes pensaient que juste les femmes à risque élevé, les grossesses à risque élevé devaient avoir accès. Et pratiquement juste une petite minorité pensait que ça devait rester privé. Donc là, il y avait vraiment un message clair au gouvernement qu'il y a une question d'équité, il y a un enjeu de justice, et si ça existe, il faut le couvrir. Là, je voulais partager le fait que le gouvernement de Québec a en effet décidé après de financer le NIPT comme deuxième test de dépistage pour des grossesses à risque. Et dans le communiqué de presse sur ces décisions, Pégase a été mentionné comme une des sources d'évidence pour ces décisions au niveau de politique de santé. Donc, c'est vraiment un bel exemple d'une étude qui est encadrée d'emblée pour fournir l'information au gouvernement et puis qui est utilisée pour prendre une décision de politique de santé, de financement, qui a un impact sur de milliers de familles par année. Pégase 2 est arrivé à un moment où, dans plusieurs pays, NIPT a été déjà offert comme deuxième test de dépistage. Le gouvernement de Québec a déjà annoncé qu'il va, à un moment donné, c'était l'année dernière finalement, couvrir le test. Et donc, la nouvelle génération de questions était qu'est-ce qui se passe si on offre NIPT pour remplacer le test traditionnel, de première intention? Qu'est-ce qui se passe si on offre le NIPT à toutes les femmes enceintes, pas seulement à risque élevé, comme seul test de dépistage? Quel serait l'impact sur la myosynthèse, sur le taux de détection, sur les fausses couches? Combien d'argent ça va coûter? Est-ce que le coût va être efficace, etc. Et si un jour le NIPT devient tellement fiable qu'on peut l'utiliser comme un seul test durant la grossesse pour toute l'information. Donc là, j'appelle ça la nouvelle génération de questions parce que ce n'est pas une utilisation qui était au moment de lancement de Pégase 2. Cette utilisation de NIPT comme test de première intention n'était pas encore courante, c'est plus courant maintenant. Et les questions étaient nouvelles, surtout que l'utilisation de tests est devenue un moving target dans le sens où de plus en plus on pouvait détecter de conditions avec ces technologies. Pas seulement trisomie 21, mais autres trisomies, de syndrome de chromosome de sexe, de maladies liées à un seul gène, syndrome de microdeletion. Et ce qui est pour moi le plus intéressant, techniquement, la capacité de faire un séquençage du génome entier du fœtus avec cette technologie. Ce qui veut dire, pour moi, vraiment l'avenir de tests prénataux. Imaginez pour une minute que, bon, il y a pas mal d'hommes, mais que vous êtes enceinte ou que votre partenaire est enceinte et que à 10 semaines de grossesse, disons,
premier trimestre, très près du temps que vous avez découvert que vous êtes enceinte, on vous offre un test sans risque, potentiellement peut-être même payé par le gouvernement, qui vous offre le génome complet de votre bébé prospective, enfant potentiel. Génome complet veut dire de milliers de maladies génétiques, chacune avec un autre niveau de risque, chacune avec sa certitude ou non de l'expression phénotypique, c'est-à-dire quels seront les symptômes, parfois on ne peut pas prévoir. Risque de maladies plus prévalentes comme la diabète ou le cancer. La quantité d'informations que ces technologies peuvent donner aux familles est hallucinante. Et prendre une décision par rapport à l'avenir de la grossesse sur la base d'une telle quantité d'informations, c'est un défi que, honnêtement, je ne sais pas ce qu'on va faire en tant que clinicien, en tant que système de santé, si l'utilisation devient répandue. On a déjà un problème de ressources et de temps pour discuter avec les familles, avec les femmes enceintes, les résultats de tests, expliquer ce que ça veut dire réellement pour la vie de l'enfant dans l'avenir et pour le soutien social qui existe, l'expression médicale et l'expression sociale de toutes ces conditions. Mais si ça devient de centaines ou de milliers de maladies, ça devient vraiment pratiquement ingérable. Et donc, je me pose des questions sur l'avenir des tests prénataux. J'ai vraiment plusieurs préoccupations. Et on voit ici la tension entre la notion de l'autonomie reproductive de la femme, c'est-à-dire moi, en tant qu'individu, je choisis l'information que je veux savoir. Si ce n'est pas couvert encore, je paie de ma poche pour acheter un paquet plus grand de tests et je prends mes décisions moi-même ou avec ma petite famille, ce que je vais faire avec cette information. Mais au niveau du système de santé, comment offrir ces tests, comment les expliquer, comment prendre des décisions par rapport au financement, quel message est envoyé lorsqu'on décide de cibler une condition et de payer pour cette détection. Tous ces enjeux-là posent défi à cette notion d'autonomie reproductive parce que ma décision très intime, très individuelle, à un niveau sociétal, a un impact accru sur nos normes culturelles, sur nos valeurs, sur nos attitudes envers les enfants, envers les familles. Et donc, j'ai plusieurs préoccupations et je pense parfois en arrière sur un peu d'historique de tests prénataux pour penser à l'avenir. Vous savez, lorsque l'échographie a été offerte, elle a rendu l'utérus transparent d'une certaine façon et a vraiment révolutionné notre perception du fœtus. L'échographie est toujours un test médical, un test de détection de problèmes. Mais plusieurs personnes qui arrivent à l'échographie, pour elles, c'est pas un test médical, c'est le fun. C'est la première rencontre avec l'image du fœtus. On dit parfois du bébé. On obtient une petite image pour partager avec les amis et la famille et surtout avec l'échographie 3D. C'est vraiment impressionnant. On peut voir le bébé, je veux dire. C'est un fœtus, mais on l'appelle souvent bébé dans ce contexte, qui bouge. On peut pratiquement reconnaître le bébé à la naissance sur la base de ces images qu'on a eues avant la naissance. Donc, la perception culturelle, sociale du fœtus a vraiment changé à cause de cette technologie qui a été conçue pour être une technologie de détection médicale, mais qui est devenue beaucoup plus que ça. Pourquoi je regarde en arrière pourquoi je regarde ce que l'échographie a fait? Parce qu'il est possible que ces tests prénataux non invasifs pourraient rendre le fœtus même transparent. C'est-à-dire que d'ici 20 ans, chaque grossesse, très tôt, va passer à travers ce séquençage du génome complet du fœtus et qu'on va avoir cette attente sociale, culturelle, de voir l'ADN fœtal entier avant de vraiment créer un attachement avec la grossesse, avec le fœtus.
et que la prise de décision par rapport à l'avenir de cette grossesse sera vraiment liée à cette transparence du fœtus même. Et ça nous amène vers, peut-être que vous avez vu le film Gattaca, un film de science-fiction sur une société à venir où chaque personne est jugée et son avenir est déterminé par son ADN. L'emploi, les relations personnelles, tout est déterminé par ce que notre ADN cache ou porte. Et c'est une société où les gens ont perdu la liberté de se créer parce que leur ADN est exposé dès la naissance et tout est déterminé sur cette base. Donc, une société absolument eugénique sans faire des apologies. Donc, parfois, je me demande, une technologie qui a été conçue pour informer les citoyens, les personnes enceintes, les couples, pour nous bénéficier au point que j'étais tellement excitée que j'ai écrit cet article où j'ai appelé la technologie un impératif éthique. Une technologie qui peut réduire le taux de fausses couches tragiques. Génial, mais la nouvelle génération ou la nouvelle génération de l'utilisation de ces technologies peut poser des défis sociétaux énormes. Et donc, c'est l'avenir qui me préoccupe et on est en train de avancer avec la collecte de données de Pégase 2 pour informer les décisions du gouvernement par rapport à l'utilisation de NIPT comme test de première intention et l'utilisation élargie et étendue de cette technologie pour plusieurs conditions. Et pour fermer le cercle, je reviens à ce fœtus qu'on m'a dit porte un risque de 1 sur 40. Voilà ma fille à droite à l'âge de 6 mois. Finalement, une photo plus récente pour vous montrer que même si j'étais extrêmement, extrêmement vieille quand je l'ai eue, j'avais encore le temps de lui donner un petit frère qu'il adore. Donc, merci. C'est tout pour moi. Et je voulais absolument laisser le temps pour une discussion et des questions. Merci beaucoup. Merci, Vadit, pour cette excellente présentation. Place maintenant aux commentaires, aux questions. C'est drôle parce que je vois quelques membres de notre équipe de recherche qui n'étaient pas sur la photo malheureusement, donc je veux les nommer, c'est Frédéric, Mathilde et Charles. Et Mian est aussi mon étudiante, mais elle travaille sur un autre sujet. Donc j'accueille mes étudiants et Charles, qui n'est plus mon étudiant, mais qui a travaillé sur ce projet très, très fort durant son doctorat et qui a publié quelques articles magnifiques sur cette technologie. Oui, peut-être pour briser la glace, Vadit, je te poserai une question. Donc, dans tous ces travaux, donc, est-ce que tu as fait une place aussi pour les considérations économiques, pour l'analyse économique? Est-ce que c'est un paramètre qui fait partie des choix éthiques également? Absolument. Pégase 1 et 2 a plusieurs équipes ou activités et l'une de ces activités est une analyse économique de l'impact de la couverture publique de cette technologie pour une société donnée. Et l'analyse a été faite pour le Québec et a démontré que si on offre le test juste à ces grossesses qu'on appelle risque élevé, on n'augmente pas le coût pour le système de santé. Je parle globalement, hein, ça dépend des chiffres, mais globalement, on peut payer ce test par les amniosynthèses qu'on évite. Le coût de l'amniosynthèse est à peu près 1 500 $. Toutes ces milliers d'amniosynthèses non faites à cause de NIPT, cet argent peut être redirigé vers cette technologie qui est plus sécuritaire et plus désirée par les femmes. Mais si on offre cette technologie à toutes les femmes enceintes, ça va nous coûter de la poche du système de santé. Et là, l'enjeu éthique énorme est le suivant.
quand on fait le calcul économique du financement d'une nouvelle technologie, est-ce qu'on regarde juste à l'intérieur de la grossesse comment bouger l'argent d'un test vers un autre? Ou est-ce que c'est éthiquement approprié d'inclure aussi le coût de suivi médical et autres ou de services sociaux pour les enfants trisomiques non nés, c'est-à-dire les enfants qu'on va détecter en tant que fœtus, les grossesses qui vont être terminées, ça a un impact sur le système parce que ces enfants qui ne sont plus nés ne coûtent pas. Et notre équipe de recherche de Pégase a mis une grande ligne rouge à cet endroit-là en disant on va calculer jamais l'argent qui est comme sauvé pour le système de santé par les screening out ou la non-naissance de certains enfants. On va juste calculer l'argent non dépensé durant la grossesse et comment il peut être utilisé ailleurs. Et vous voyez pourquoi. Dès qu'on calcule des vies non vécues à cause d'une technologie prénatale, on envoie un message vraiment fort que ces enfants ne devraient pas naître parce qu'ils sont chers pour la société. Et là, c'est un message eugénique inconcevable. Et donc, j'étais très fière que notre équipe de recherche a résisté à ce type de calcul. Il y a des pays qui calculent les vies non nées. Je ne sais pas exactement comment le décrire, mais le coût des enfants qui ne vont pas naître. Et au Canada, on n'a pas inclus ce type de calcul et je pense qu'éthiquement, on a vraiment pris la bonne décision. Merci. Merci Verdite pour la présentation et puis excuse-moi si j'ai peut-être manqué des petites sections, j'étais allé chercher des enfants, mais les enfants que tu as eus durant Pégase 1. Oui, exact. Puis donc, une question peut-être que je pense que sur laquelle tu as peut-être moins élaboré parce que ça fait aussi, je pense, partie de Pegasus 2. Et c'est une question difficile que tu as abordée avec Erika Kleiderman, entre autres, sur la question de la sévérité, hein, le critère de sévérité. Comment on fait pour déterminer la sévérité de différentes maladies? Est-ce que le critère de sévérité de ces conditions pour lesquelles on teste doit être utilisé pour déterminer quel type de maladie on va accepter que le NIPT teste pour? Hein? Donc, je me demandais juste où est-ce que vous en étiez à ce niveau-là, au niveau du concept de sévérité, puis comment ce critère-là peut être utilisé avec Pegasus 2? Merci énormément pour la question, Charles, parce que tu m'ouvres la porte pour décrire un autre volet de Pégase 2. Puisque Pégase 2 pose, non pas seulement la question de qu'est-ce qui se passe quand on offre à toutes les femmes, mais comment offrir, c'est-à-dire pour quelles conditions. La question de la sévérité était au cœur de notre volet éthique. Si on dit, bon, on va couvrir la trisomie 21, est-ce que ça veut dire que la trisomie 21 est vue comme une condition sérieuse, assez sérieuse pour être détectée et financée comme un programme public? Tandis que les familles qui élèvent les enfants trisomiques, très souvent, sont extrêmement heureuses d'accueillir ces enfants et parlent d'une bonne qualité de vie et de beaucoup de bonheur, intégration dans la vie, dans le système d'éducation et dans la vie sociale. Donc, pourquoi est-ce qu'on cible une condition et non pas une autre? Et souvent, au niveau de politique santé, on parle de critères de sévérité comme la raison pour détecter la raison pour couvrir avec financement public, sans que jamais on a défini ce que ça veut dire la sévérité. Et donc, on a tout un projet de recherche mené par une de nos doctorants, Erika, qui essaie de clarifier ce concept extrêmement complexe à travers une consultation d'experts. Et ce qu'on a vu jusqu'à présent, et on va publier bientôt tous nos articles sur cette question, c'est qu'il y a une distinction importante
entre la compréhension de la sévérité au niveau de la clinique, niveau individuel, médecin-patient, et le niveau de politique de santé. Au niveau de politique de santé, tout le monde veut définir clairement les critères de sévérité pour pouvoir décider d'une façon cohérente quoi offrir, quoi détecter, quoi couvrir. Donc, on veut des critères. Est-ce que c'est mortel? Est-ce qu'il y a un impact sur la qualité de vie? Est-ce que c'est déclenchement à l'enfance ou déclenchement tardif? Est-ce que c'est cher à gérer ou non? On veut des critères neutres, cohérents pour prendre des décisions au niveau de politique. Mais à la clinique, quand c'est une femme ou un couple avec un médecin, on ne veut pas définir les critères de sévérité. On veut que ça reste quelque chose qui est très cas par cas, flexible, contextuel. Si on a un cas de la famille avec cette condition et qu'on est traumatisé, on le voit comme sévère. Si on ne connaît pas la maladie, peut-être on ne le voit pas comme sévère. Donc, ça reste très, très contextuel. Comment gérer cette définition de ce concept tellement clé dans ces tensions entre le désir de flexibilité au niveau individuel et le besoin de cohérence au niveau de politique de santé? C'est une de nos grandes questions de recherche. Merci. Moi, je t'aimerais pousser plus loin sur exactement cette question de recherche valide parce que en t'écoutant, je dis, on est dans cette tension classique entre un modèle universaliste et un modèle individualiste qui doit être ajusté pour assurer qu'il y a une véritable justice qui est contextuelle, qui est nuancée, et une justice qui est populationnelle. Quelles seront, à ton avis, les pistes? Oui, tu as besoin de faire une recherche pour trouver la solution, mais quelles seront les pistes de recherche ou les pistes de solution que tu envisages pour animer ces deux visions ou deux intérêts différents, à la fois individuels et à la fois populationnels en termes de politique publique? Je pense que cette ligne passe quelque part autour du financement. Je reviens à la question de Carl. On ne peut pas ne pas décider sur la question du financement. C'est soit couvert, soit non. Si c'est couvert, ça envoie un message, ça donne l'accès. Si ce n'est pas couvert, ça devient une barrière d'accès, une question d'inéquité. Mais la question du financement ne peut pas être ignorée ou évitée. Et donc, pour prendre une décision sur le financement d'une nouvelle technologie, que ce soit NIPT ou autre, il faut avoir des critères. Sinon, on est dans l'incohérence et même la prise de décision est injuste. Donc, sur la question de la sévérité, je pense qu'on sera obligé de développer des cadres conceptuels clairs et qui cut across plusieurs conditions et plusieurs technologies pour permettre au gouvernement, pas seulement québécois, mais partout dans le monde, de prendre des décisions de financer ou non sur une base solide d'accord, je ne dis pas consensus social, mais un accord de la majorité de la société. Qu'est-ce qu'on voit en tant que société comme condition qui mérite le financement? Mais au niveau individuel, quand je veux voir mon médecin et moi, je veux tester d'autres conditions qui ne sont pas financées, ou moi, je veux savoir des choses qui ne sont pas offertes, j'ai du mal à dire aux femmes, aux couples, vous n'avez pas accès à ce test. J'ai moins du mal à dire, bon, ça, ce n'est pas couvert, vous pouvez payer vous-même. Mais de prohiber de tests, j'ai du mal par rapport à l'autonomie reproductive. Donc, moi, je voudrais voir un monde où la définition de la sévérité ou ce qu'on veut savoir sur le fœtus reste une question de liberté au niveau individuel, mais la question de ce qui est financé est clairement une question de société, une question de politique de santé. Donc, je pense qu'on peut garder ces tensions, c'est-à-dire, moi, en tant que femme enceinte, j'aurai accès à toutes les technologies, mais ça ne veut pas dire que toutes les femmes auront accès. Ce qui amène à un enjeu d'équité. Mais on ne peut pas tout avoir. Donc, c'est ça ma réponse. Charles, tu semblais avoir une autre question?
Je Oui, vois mais... ma... Oui, Oh, Charles? pardon, s'il y avait quelqu'un d'autre, je peux aller, mais laisser l'autre personne, mais c'était en lien avec cette réponse-là, pas mal. Cette semaine, je vais te poser une colle à laquelle j'ai réfléchi quand même depuis longtemps, mais qui est pas facile à répondre. C'est comment vois-tu la différence entre acceptabilité sociale et acceptabilité éthique dans des technologies ou des politiques de santé? On fait souvent référence aux deux en éthique, mais ça semble pas être tout à fait la même chose. Puis en même temps, on sent qu'il y a ça se rejoint à plusieurs endroits. Et comment toi, tu décrirais peut-être cette distinction importante entre acceptabilité, les distinctions, disons, les plus importantes entre acceptabilité sociale et acceptabilité éthique? La première réponse, c'est que l'acceptabilité sociale peut être éthiquement inappropriée. Imagine une société raciste où c'est acceptable de dire ou ableist ou sexiste. Bon, je prends un exemple en lieu de parler en abstrait. En Inde, il y a une culture de préférence de garçons. Et le NIPT est utilisé pour détecter les grossesses avec fœtus filles et terminer plusieurs grossesses. C'est une autre technologie utilisée pour exacerber l'écart entre la population d'hommes et la population de femmes parce qu'il y a moins de filles qui sont nées à cause de cette technologie. Est-ce que c'est socialement acceptable? Peut-être que oui, parce qu'il y a des forces culturelles tellement fortes que plusieurs familles utilisent la technologie de cette façon. Est-ce que c'est éthiquement acceptable? Je dirais non. Ça exprime des attitudes sexistes. Ce sont des normes culturelles que j'aurais voulu voir changer et ça cause de risques élevés pour les femmes dans la société à cause de cet écart populationnel. Et donc, voilà un exemple où une culture locale peut créer une acceptabilité sociale de quelque chose que éthiquement peut être critiqué d'un point de vue normatif. Là, tu touches la tension que Bryn a mentionné un peu entre valeurs locales et valeurs universelles. C'est la question du relativisme moral. Nous, les philosophes, on écrit sur ça depuis des centaines d'années. Mais là où ça se rejoint, c'est lorsque une acceptabilité sociale d'une nouvelle technologie pousse notre réflexion éthique d'être plus inclusive. Parfois, une nouvelle technologie, notre première réaction est « Ah, c'est dangereux. On voit que les risques. » Plus c'est utilisé, plus c'est répandu, notre façon de penser devient plus ouverte et on réalise que le risque n'est pas aussi élevé qu'on a pensé et que ça peut être éthiquement acceptable. Je vous donne comme exemple la fécondation in vitro. La première génération, on appelait ça bébé éprouvette. On a dit ce sont des enfants artificiels. On était un peu menacés par ces technologies qui créent des bébés dans des éprouvettes. 45 ans plus tard, c'est la chose la plus banale au monde. C'est juste une autre façon de construire une famille. Donc, parfois, c'est l'acceptabilité sociale qui pousse un peu notre réflexion éthique. Donc, ça dépend. Il y a une distinction, mais il y a aussi une relation. Donc, j'imagine que c'est un peu deux conditions nécessaires et non suffisantes indépendamment pour l'adoption de politiques publiques. Idéalement, on doit combiner les deux. Idéalement, on voudrait avoir les deux. Parfois, on a acceptabilité éthique avant l'acceptabilité sociale. Et ce sont les lois et les règlements qui poussent un peu la réflexion sociale. Donc, tout dépend. Merci. Mais merci pour la question. C'est un grand défi conceptuel. Mais je pense que le débat actuel sur la maternité de substitution est un excellent exemple de ce que vous venez d'illustrer. Absolument. Tu veux expliquer un peu, Mathilde? Ça va, non, c'est correct. C'est juste, en fait, je sais pas à quel point ça a fait ça va mieux comme ça.
Désolée, on va pas très bien. Mais je ne sais pas à quel point ça fait les manchettes ici, mais en Espagne, très récemment, il y a une femme, une actrice très connue de 68 ans qui a eu recours à une femme porteuse à l'extérieur de l'Espagne parce que c'est illégal en Espagne. Et puis, ça a créé un tollé. Puis, ils ont même révélé dans les derniers jours, ils ont rajouté comme une couche à la polémique parce qu'il s'avère que cette femme-là, finalement, elle est la mère sociale et la grand-mère de son enfant, puisqu'elle a utilisé le sperme de son fils qui est décédé comme donneur. Donc, bref, c'est la crise en ce moment en Espagne à tous les niveaux. Puis, je pense que tout le monde a une opinion sur ce genre de situation-là. Ça touche directement à son autonomie reproductive à elle, mais tout le monde a quelque chose à dire. Donc, voilà, ça me faisait penser à ce que vous disiez. En effet, Mathilde, je pense que c'est un bel exemple parce que la gestation pour autrui a été reconnue partout dans le monde comme posant un défi éthique, plusieurs types de défis éthiques. Et pourtant, c'est légalement et socialement accepté dans plusieurs pays. Et on a vu dans les années depuis que ça existe, cette danse un peu. Des sociétés qui ont légiféré pour dire c'est légitime, on va le gérer au niveau national, comme Israël, qui était le premier pays au monde à légiférer la gestation pour autrui. Et puis, ça a poussé l'acceptation sociale. Et ailleurs, où ça a été d'abord le vide juridique, comme au Québec, où c'était pratiquement illégal, mais les gens allaient ailleurs pour le faire et sont revenus avec leurs enfants conçus ailleurs et accouchés ailleurs. Et donc, la pratique sur le terrain a poussé l'acceptation sociale et puis la loi à s'adapter à cette nouvelle réalité. Donc, c'est vrai que des technologies qui sont très controversées au début, on voit ces danses entre le changement sociétal de normes, de valeurs et le changement juridique et l'analyse éthique qui influencent les uns les autres. Donc, il y a plusieurs forces en jeu. Et ce qu'on voit normalement, c'est que ça progresse. C'est-à-dire, ça commence avec beaucoup de réticences, parfois même des lois de prohibition, comme chez nous au Canada, l'édition de gènes, c'est criminel. Si quelqu'un le fait, crée un embryon qui a été génétiquement modifié, il peut aller en prison pour 10 ans. Donc, c'est vraiment un message très, très clair de la part du gouvernement. Mais disons que d'autres pays vont commencer à le faire. On aura toute une génération d'enfants qui sont nés en santé, sans les maladies qu'on voulait éviter. La loi change ailleurs. Finalement, le gouvernement canadien va revisiter cette loi et les normes qui entourent, avec les sondages qui sont faits, qui démontrent acceptabilité sociale accrue. Ça change. Et normalement, ça change en faveur de la technologie, sauf que ça prend du temps. Mais merci pour l'exemple, pour la question, parce qu'il y a vraiment l'éthique, le juridique et le social, c'est une danse complexe. J'avais une question de mon côté, puis en vous écoutant parler, c'est le fun parce qu'il y a des nouvelles choses qui me questionnent que je n'ai pas nécessairement en rencontre. Puis, je formule ma question un peu en même temps d'y réfléchir. Là. Je me demandais, c'était quoi la place dans le projet pour militer, par exemple, si les familles qui ont un enfant avec la condition d'épicité vous disent j'ai pas de problème, mon problème, c'est le manque de ressources. Vous, vis-à-vis du gouvernement, est-ce que vous pouvez dire, finalement, le problème, c'est pas tant le dépistage, qu'est-ce que les familles nous rapportent, c'est on veut plus financer des ressources. Est-ce que c'est votre place de militer pour ça ou c'est comme ça va au-delà de qu'est-ce que vous pouvez faire? Ça ne va pas au-delà, c'est au cœur du volet éthique de Pégase. Et juste à côté de toi sur l'écran, il y a Mathilde qui fait son projet de recherche avec des entrevues avec des familles qui élèvent des enfants avec des conditions détectées par le NIPT. Donc, elle va chercher précisément la voix de ces familles-là ou de ces individus qui portent ces gènes. Pour voir leurs besoins réels sur le terrain. Et notre mandat en tant que projet national de recherche était de dire au gouvernement quelles sont les conditions de la mise en œuvre responsable du NIPT.
Et dans ce concept de responsable ou éthiquement approprié, on inclut bien sûr les conditions sociales de ces technologies. Donc, si le message est « on n'a rien contre la technologie, on veut que toutes les familles aient accès, mais pour éviter des tendances eugéniques, il faut permettre à ceux qui veulent avoir un enfant trisomique de l'avoir. » Il faut garantir les conditions de l'épanouissement de cette famille à travers les ressources nécessaires, en même temps que le financement d'un test qui est vu et perçu comme éliminant cet enfant. Donc, c'est absolument, ça fait partie de notre mandat de dire, vous pouvez, vous, cher gouvernement, vous pouvez financer la technologie, mais en même temps, pour garder vraiment l'autonomie reproductive, il faut garantir que toutes les décisions sont acceptables. Pas seulement la décision de terminer une grossesse, mais aussi la décision de porter un enfant et accoucher, élever un enfant. Donc, ça fait absolument partie de notre mandat. C'est bon, merci. On vous laisse partir pour profiter de ce beau jour dehors. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une dernière question, un dernier commentaire? 1, 2, 3, adjugé. Sold. Donc, s'il n'y en a pas, donc on vous remercie toutes et tous donc, d'avoir participé à cette conférence magistrale de notre professeur Vardit. Donc, la prochaine, donc ce sera pour la prochaine année académique. Alors, on va vous laisser profiter du beau temps. Donc, pour ceux qui sont encore en session, on vous souhaite une excellente fin de session et à bientôt, à la prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Vardit. Au revoir.